Xavier Collin, bonjour. Bonjour. 2013 aura été une année très importante pour la diplomatie suisse, pour la Genève internationale. On va parler de ça, on va parler de vous. Bientôt 40 ans de journalisme. Merci de le souligner, mais c'est vrai. Est-ce qu'après 40 ans, ça fera 40 ans en 2014, En juin 2014, très exactement. Est-ce qu'on vibre toujours autant? Oui, oui. Et c'est ce que je souhaite aux plus jeunes d'entre nous, puisqu'on a quand même quelques années d'expérience, vous et moi. Et d'ailleurs, je propose qu'on se tutoie, puisque le téléspectateur sait très bien qu'on se connaît depuis 15 ans. La convention, c'est de se dire vous. Ça fait rien, ça fait rien. Entre journalistes, et ça n'est pas un tutoiement, je dirais, qui est dévalorisant, c'est un tutoiement de complicité. Donc oui, je souhaite aux jeunes journalistes de cette génération de se lever le matin, tous les matins, et de dire... Je vais faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui et je vais voir des gens intéressants aujourd'hui et ensuite j'en rendrai compte. C'est ça. Et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes. La dernière fois que vous avez eu les poils qui se dressent sur les bras, l'émotion historique, disons, on se dit, voilà, je vis des moments hors normes, c'était quand? Bon, évidemment, c'est la période où j'étais correspondant au Proche-Orient, où là, on voit vraiment des visus, ce qui se passe. Mais croyez bien que le journaliste, que toi et moi, nous sommes, quand on voit des images, par exemple, des bombardements chimiques en Syrie, eh bien, oui, on a effectivement les poils qui se dressent. Tant qu'on n'a pas cette capacité d'indignation, il ne faut pas faire ce métier. Le 11 septembre, c'est un moment clé dans votre vie, dans votre carrière. On peut demander ça à n'importe quel Suisse. Alors, tous les journalistes du monde étaient plus ou moins préparés, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Vous, miracle, vous avez dans un tiroir le dossier Ben Laden. C'est vraiment ça s'est passé oui, comme ça. Tout à fait. Donc je le dis parce que c'est la réalité. Je travaillais sur ce terroriste que personne ne connaissait encore, mais qui avait promis qu'il allait faire une grosse action. Donc effectivement, le personnage Ben Laden se profilait déjà, mais évidemment, ce 11 septembre-là au matin, personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer à la fois à New York et à Washington. Donc c'est un moment, incroyable. Dans le monde entier, les gens ils se voient là. Alors premier tour, deuxième tour, on se dit c'est terroriste, mais tout le monde patauge un peu. Et vous faites exception. Bon, vous me dites toujours vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit vous ou tu? Parce que c'est un tutoiement, encore une fois, auquel je tiens. Xavier, bon, c'est la convention. Alors je m'adresse à vous, téléspectateurs, à travers toi, Darius. Oui, sérieusement. Ce qui se passe à ce moment-là, et j'ai toujours dit, le 11 septembre, on a, je crois, fait une part honorable du travail. Et je dis toujours, pourvu que ça ne recommence pas. Pourquoi? Parce que les gens pourraient à tort croire que vous et moi, on aime ça et que ça devient un spectacle télévisuel qui attire une forte audience. Ce n'est pas notre but. Mais ce jour-là, il a fallu assumer. Il fallait assumer la chute des tours et c'est tellement absolument incroyable que quand elles sont tombées, moi, je n'ai pas compris qu'elles tombaient. Je croyais que c'était peut-être un autre avion qui avait une explosion. Je ne pouvais pas imaginer, personne ne pouvait imaginer que ces tours allaient tomber avec des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur. Alors, on va parler de ça, on va parler de vous. Vous avez tout un parcours, vous avez travaillé avec Potcher, par exemple. Oui. Les plus anciens se souviennent, c'était la figure du journalisme judiciaire. C'est plus que la figure du journalisme judiciaire, c'est le journalisme de relation, d'abord à la radio, ensuite à la télévision. C'est lui qui a inventé la notion de relater un dialogue. Quand il parlait d'un procès, il ne disait pas à la troisième personne, le président devait ensuite dire non, le président se lève et il dit à l'accusé, mais enfin, vous n'avez pas honte. Eh bien, ça, c'était une manière comme une autre, et c'est le fondement de notre métier, un conteur de faire extraordinaire, passer le message. Puis il avait une formule qui était extraordinaire, il disait toujours, moi j'étais tout jeune, il me regardait, il me disait, petit, l'important dans ce métier, c'est pas d'avoir du talent, non, c'est d'avoir du talent à heure fixe. Bah oui, si vous avez du talent à 3h du matin, en télévision, tout le monde s'en fiche. Europe 1, la France, la Suisse, les grands événements, on va voir quelques photos qui ont jalonné votre parcours. Une vie de journaliste, ça passe comment? Très vite, mais très bien. Et de temps en temps, on a une pensée émue pour ceux des copains qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Ça s'est mal passé, ça arrive, ça fait partie des risques du métier. On assume, comme on peut. Mais oui, ça passe très très vite, 40 ans. On dit que c'est des vies encore plus morcelées que les autres, parce que chaque jour, un événement chasse l'autre, etc. C'est vrai, ça... Oui et non. On fait beaucoup dans le suivi des événements. C'est ce que quand même nous demandent les téléspectateurs. C'est de suivre pour eux ce qui se passe, afin, à un moment donné, non pas de dire seulement ce qui arrive, mais ce qu'il y a derrière. Quel est le contexte? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave? C'est ça que demandent les gens, de plus en plus. Alors, on revient à vous, votre parcours plus personnel dans un instant, mais quand même, cette année 2013, ce succès de la Suisse diplomatique, beaucoup de choses sont passées par la Suisse, en particulier par Genève, sur l'Iran, sur la Syrie. Qu'est-ce qui fait que ce miracle
de Genève continue? Alors, il y a deux choses. Il y a la Genève internationale qui est toujours restée mobilisée, notamment à travers toutes les agences et toutes les ONG. Travail souvent discret, mais particulièrement efficace avec des gens compétents. Deuxièmement, il y a la diplomatie suisse qui recommence à se profiler. Et puis, je vais vous dire, Genève, on l'a vu tout récemment avec tout ce qui s'est passé, la Syrie, l'Iran. Genève reste, quoi qu'on en dise, le lieu où tout le monde peut venir se parler, même quand tout va mal. Ça veut dire, c'est important. Pour un Bachar el-Assad, pour un Poutine, le nom Genève, ça signifie encore beaucoup. Genève, ça veut dire un endroit, entre guillemets, neutre, où on va pouvoir s'asseoir autour d'une table et discuter, et où tout le monde viendra. Eh bien, pendant un moment, on pouvait douter de cette capacité de Genève à rester ainsi. Eh bien non, on voit maintenant que ça recommence, et tant mieux. Vous parliez de la diplomatie suisse, Didier Burkhalter, conseiller fédéral. Jugement de valeur, il est très bon dans ce rôle-là. Il est discret, donc compétent. Diplomate. Par rapport à certains prédécesseurs, alors, je ne pense pas tellement à des prédécesseurs en Suisse, je pense à des prédécesseurs, par exemple en France, où beaucoup de diplomates parlent beaucoup et agissent peu. Il y en a. Beaucoup. Les diplomates suisses, on les a souvent critiqués. De l'extérieur, c'est un peu facile de dire ils ont peut-être moins de verbeux, etc. En réalité, ils font un travail de fond. Ils sont très efficaces. Dans le milieu diplomatique, ils sont connus comme des gens, d'abord, étant au courant de tout. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont toujours au courant de tout. Et deuxièmement, dont la capacité d'action est égale à la capacité de discrétion. C'est ce qu'on leur demande. Le fait d'être un petit pays, tout le monde s'occupe un peu de tout, ça aide aussi. Oui, bon, il ne faut pas être trop petit non plus, sinon on est inexistant. Le poids de la Suisse dans les décisions majeures, il est relativement faible. Le poids de la Suisse en tant qu'intermédiaire, ça c'est très fort. L'ONU à Genève, la Suisse qui est entrée dans l'ONU, on va commencer la galerie des photos qui rappellent votre parcours. Une première photo, elle date de 11 ans en arrière, c'est en 2002. Grand événement, la Suisse entre dans l'ONU, et là vous êtes avec Caspar Willeger, le président de la Confédération de l'époque. C'est un grand moment pour un journaliste, je vous signale, Darius, qu'aucun journaliste n'a pu faire le reportage sur l'adhésion de son pays à l'ONU, puisque la Suisse est le seul pays où le peuple s'est prononcé. Et donc, c'était ça qu'on célébrait. On célébrait non seulement l'entrée de la Suisse aux Nations Unies, mais on célébrait aussi la décision du peuple suisse. Ça, c'est un événement. Dans un moment comme ça, vous êtes ce qu'on appelle une bête de direct. Il y a eu des Léon Zitrone sur d'autres chaînes, etc. On est en direct, là. On sent que vous aimez ça, vous avez une passion de ça. Qu'est-ce qui se passe dans ces directs, pour vous? Je parle à quelqu'un. Là, je parle à vous, je parle à Darius Rochebin, il est en face de moi. Mais quand je suis face à une caméra, c'est horrible, une caméra, c'est un trou noir. Je pense toujours à quelqu'un et j'essaye d'expliquer ce qui est en train de se passer ou ce qu'il faut retenir de l'événement en question. Vous pensez à qui? Toujours la même souvent, personne? Non, souvent je pense à quelqu'un de ma famille, etc. Alors là, je fais de la télévision. Au début, c'était de la radio, c'est un petit peu plus difficile. Vous avez le génie de la pédagogie, en 3 points. Vous savez vulgariser, le mot vous convient? Totalement, parce que dans vulgariser, il n'y a pas vulgaire. Il y a vulgarisation, et je ne dirais pas simplification, je dirais simplement décryptage. C'est le mot à la mode, maintenant, on décrypte. Alors là, je ne sais pas si on voit cette deuxième photo. Alors bon, regardez, 74, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça, c'est les tout débuts à Europe 1, où c'était vraiment l'école de journalisme de l'époque. Alors évidemment, c'est toujours facile après coup de dire, là où je suis passé, c'était le mieux, c'était le meilleur. Oui, c'était une grande école de journalisme. Nous étions 12 reporters, envoyés partout dans le monde. Et effectivement, c'était une école. Alors ça correspondait, si j'ose dire, à la première partie de ma vie professionnelle. C'est cette partie où j'étais le témoin. J'étais envoyé pour aller voir quelque chose et comprendre et ensuite le dire à la radio. Ensuite, on en reparlera plus tard, à la télévision, c'était autre chose. On reviendra tout à l'heure le parcours qui vous a amené là, mais on se souvient, la France, 74, c'était d'abord une vie très politisée, c'était très politique à l'époque, le journalisme. Oui, je me rappelle quand même de l'arrivée de Giscard d'Estaing, qui était un très jeune président. C'était un bouleversement et franchement, c'était vécu comme un très grand événement politique. Vous étiez politisé vous-même à l'époque? Non. Non, contrairement à ce que vous pouvez croire, je n'ai jamais été politisé au sens un engagement politique pris. J'ai été politisé au sens où je m'intéressais à la chose politique. Oui. Les maîtres, c'était qui à l'époque? On a des souvenirs des grands journalistes de l'époque, les Gildas, on a cité Pocher. Il y avait Yvan Levaille, bien sûr, Gildas, qui vous a inspiré? Au niveau politique, pas grand monde. Franchement, au niveau politique, non, je veux dire. C'était beaucoup plus au niveau judiciaire, au niveau politique étrangère.
Potcher, grand conteur. Alors Potcher, qui est des Vosges comme moi, originaire de cette région de France, et qui m'avait pris un petit peu sous sa coupe et qui m'a appris énormément de choses, d'abord à parler correctement et à expliquer les choses. Il y a quelques talents très Xavier Collin. Par exemple, vous pouvez parler assez doucement. Il y a des gens qui, devant les micros, croient qu'il faut pousser à fond. Vous avez cette façon du conteur, parfois, de parler très à voix contenue. Hein. Quand on parle à quelqu'un, on ne se met pas à hurler, sauf si on est dans un bistrot rempli de monde. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de forcer le trait. Les égos parisiens, alors tous les journalistes sont des égos boursouflés, c'est une chose entendue. Oui. Il n'y a pas qu'en France, en Suisse aussi, notamment dans le milieu de la télévision. Mais est-ce que c'est pire en France ? Non, ça se voit plus, mais c'est assumé. Ça se voit plus, c'est assumé, c'est parfois totalement désagréable. Bien sûr qu'il y a un égo formidable. En Suisse, c'est beaucoup plus caché, mais il existe aussi cet égo. Darius Rochebin en sait quelque chose. Évidemment. Comme on dit dans ce métier, ce qui est important, c'est de voir, de comprendre, de savoir, et ensuite de faire voir et de faire savoir, mais pas de se faire voir à la télévision. C'est ça, il faut comprendre ça. L'important, c'est pas de se faire voir. Vous le disiez, année de découverte, année de terrain. On va voir quelques photos qui les rappellent. Oui. Alors là, vous êtes... Ça, c'est les années libanaises. Hein. Ça, ce sont mes années de Proche-Orient. C'était devant le siège de l'OLP à Beyrouth-Ouest, avec des fédayines, où, évidemment, dans des buts de propagande, on l'aura bien compris, ils exposaient toutes les bombes qui tombaient sur Beyrouth-Ouest. Et ça, c'est une photo à laquelle je tiens. C'est Jean-Paul Kaufmann, un très, très grand ami à moi, que je revois encore. Et figurez-vous que je devais partir avec Jean-Paul Kaufmann le jour où il est parti à Beyrouth avec Michel Seurat. Et puis, nos rédactions différentes ont décidé d'un autre parcours. Je suis passé par le Liban et je devais le rejoindre. Et malheureusement, on ne s'est jamais rejoint. Et voilà, c'est une photo. On est à Tripoli, au nord Liban. Et ça, c'est un événement qui m'a énormément marqué. C'est-à-dire que un jour, on a compris que non seulement les journalistes pouvaient prendre le risque d'être tués, comme un délégué du CICR, c'est un risque qu'on assume, mais être pris en otage, ça, c'était nouveau. Lui, il a été combien de... 3 ans. 3 ans. Et je peux vous dire qu'il n'a... C'est une vie qui bascule, 3 ans. C'est une vie qui bascule pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Et je peux vous dire, il n'a jamais vraiment raconté tout ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, il n'a jamais fait de l'argent sur le récit de ses malheurs. Et bien ça, je trouve ça admirable. Vraiment. Il vous est arrivé d'avoir peur, vraiment peur. Quand ça ? Alors, j'ai eu peur pour moi-même dans ces années libanaises, parce que quand vous avez des gens qui meurent autour de vous, franchement, que celui qui n'a pas peur vienne me le dire. Et ensuite, la deuxième période de ma vie où j'ai eu peur, c'est au titre de responsable de la rubrique étrangère du téléjournal, quand j'envoyais des gens, par exemple, en Yougoslavie ou en Irak, et je tremblais pour eux. Oui, j'ai eu peur. Et oui, j'ai eu peur, car c'est une responsabilité qu'on doit assumer jusqu'au bout, même si... Vous avez fait de tout. Alors, il y a des interviews, il y a les rencontres, il y a les commentaires des grands directs. Personnalité, Shimon Peres, parmi beaucoup d'autres. Voilà, il a maintenant plus de 90 ans. Non, il est maintenant président. Il a traversé le siècle. Les personnalités qui vous ont le plus marqué, c'est qui ? Bon, alors évidemment, dans cette période libanaise et du Moyen-Orient... Arafat m'a terriblement marqué, Pérez aussi, parce que Pérez est un homme de culture, c'est le plus formidable Israélien, c'est celui qui, au fond, c'est le seul Israélien qui n'a jamais été élu, mais qui représente Israël à lui tout seul et depuis le début. Il vous est arrivé aussi d'être déçu. Il y a des grands hommes politiques quand on les découvre. Hein. Ça vous est arrivé, ça ? Oui, tout à fait. Qui, par exemple ? Même des gens de droite ou de gauche. Bon, par exemple, Mitterrand m'a beaucoup déçu sur un plan de stricte politique. Et là, c'est le journaliste qui parle. Mais il m'a épaté. On parlait du Liban il y a quelques instants. Un matin d'octobre 1983, c'est l'attentat contre les Américains, contre les Français, l'immeuble Le Drakkar à Beyrouth. Et il y va. Et tout d'un coup, je vois Mitterrand qui arrive sur place et qui commence à parler aux parachutistes. Ça, j'ai de l'admiration pour ce genre de personnage. Xavier Collin, le parcours avant d'en arriver là. Oui. Alors, on était en 74, ça fait déjà 40 ans, presque 40 ans. Oui. Mais si on remonte un peu avant, Nancy... C'est ma ville d'origine, absolument. C'est ma ville d'origine. Alors, les Suisses connaissent assez peu Nancy. On a une image assez vague, ville plutôt bon genre, provinciale, paisible. C'est comme ça, Nancy. Paisible et surtout très universitaire et maintenant très, très dynamique. Une très jolie ville. Avec une très belle place. C'est à peu près le seul, c'est la carte postale qu'on connaisse. Comment il faut vous imaginer à 15 ans ? On vous imagine bon élève, évidemment. Premier de classe. Non, pas toujours premier. Non, mais je sais très bien ce que vous allez me dire. Moi, j'ai été élevé chez les jésuites. Il en reste quelque chose, enfin même 2 choses.
Premièrement, c'est le sens de la rigueur dans le raisonnement, dans la pensée. Et quand on est journaliste, dans l'audiovisuel, ça peut aider. Et puis deuxièmement, il m'en reste le sentiment d'un respect, mais pas d'un respect absolu et inconséquent. C'est d'un respect sélectif. Il y a des gens que j'apprécie énormément et que je respecte, y compris dans ce métier. Ben voilà ce qu'on apprend dans les maîtres jésuites, vous les avez aimés, hein, c'était de bons maîtres. Au niveau intellectuel, oui. Au niveau, j'allais dire, bon, dans la vie courante, pas forcément, mais au niveau intellectuel, au niveau de la pensée, oui, bien sûr, et de la richesse intellectuelle. On imagine le latin, cours de latin. Obligatoire, évidemment. Discipline. Très dur. À quel point? Châtiment corporel au début, bien sûr. Ah oui. Après, tout ça, c'est avant 1968, dans des écoles qui n'étaient pas mixtes. Ah. Vous n'auriez pas aimé, quoi. La fessée, la... Non, on ne va pas rentrer dans les détails. De toute façon, je n'ai pas de photos. Ouais. Mais franchement, oui, c'était assez dur. Mais il en reste quelque chose. Je n'ai pas été traumatisé. Du tout. Et franchement, au niveau de l'éducation, ouais, ça valait le coup. La religion, la foi. Il y a une question très intime qu'on pose rarement aux gens. Les journalistes souvent ne veulent pas répondre. Je ne sais pas si je peux vous la poser. Est-ce que vous avez gardé la foi de ces années-là? Oui, bien sûr. Mais j'ai la foi en beaucoup de choses. Mais la foi en Dieu? La foi en Dieu, absolument. La foi en ce métier, bien sûr. Bien sûr. Il y a Comment une catégorie... peut-on vivre sans foi? La foi, c'est la confiance. Sans confiance, on arrive à vivre? Il y a une catégorie de journalistes chrétiens. Elle est en France surtout très présente. Vous fileriez cette catégorie-là? Non, je ne m'identifierai pas du tout. Attention, journaliste chrétien, qu'un journaliste soit chrétien, juif, musulman, c'est pas le problème. Qu'un journaliste fasse œuvre de militantisme chrétien, juif ou musulman, ça me gêne. Donc, si vous faites référence à des événements en France à propos du mariage sur tous, il y a beaucoup de choses qui me gênent. Oui, le mairie, enfin, il y a une tradition journaliste chrétien pénétrée là. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est aussi le milieu familial, je veux dire, le milieu de la guerre. Tout le monde n'était pas gaulliste. Ouais. Enfin, il semble. Xavier Collin, vous avez tellement travaillé sur l'islamisme, les djihadistes. On le rappelait, c'est ça qui a fait le 11 septembre, vous êtes devenu la figure de la politique étrangère. Ils vous fascinent, les djihadistes, ces gens qui ont une foi tellement intense qu'ils sont prêts à mourir et à tuer pour ça? Ils me fascineraient si je les comprenais. Mais je ne les comprends pas. Quel but veulent-ils obtenir? Moi, ce fanatisme absolu. Ce fanatisme-là, combattant de la liberté, Fellahin, pourquoi pas? On est d'accord ou pas d'accord sur les motivations du combat, mais on peut respecter les combattants, même si on n'est pas de leur bord. Mais ça, c'est du fanatisme. L'idée même de mépriser sa propre vie à ce point ne me semble pas totalement digne de respect. Ça vous est arrivé de venir en plateau, de donner des explications étonnantes sur ces réseaux souterrains, même dans une société, la nôtre, société française, anglaise, où apparemment on ne peut plus vivre ça. Eux vivent dans une fermeture complète, un fanatisme complet. Alors, oui, bien sûr, ils vivent dans un climat fermé dont ils nous rendent responsables. C'est bien là aussi que l'explication n'est pas satisfaisante. Mais c'est très difficile de les comprendre. Encore une fois, si je comprenais ça, oui, j'aurais peut-être une forme de respect. Là, je ne l'ai pas. Études chez les jésuites. Ensuite, année américaine. Oui. Ça a beaucoup compté pour vous. Eh bien, comme plusieurs personnes dans cette grande entreprise de la RTS, j'ai bénéficié d'une bourse américaine qui m'a permis de partir pendant 1 an aux États-Unis. Et franchement, c'est ce qui m'a branché sur le chapitre du journalisme, tout à fait. J'ai découvert l'Amérique. Vous savez, c'était en 1969. Quelques cas célèbres, les Labro en France, les Ockrent en Suisse, des gens comme Jeannet, et beaucoup de journalistes comme ça qui vraiment... Le rédacteur en chef du département d'Actu, ne l'oubliez pas, Bernard Rappa. Oui, on a tous eu cette formidable expérience. Et moi, je l'ai eu avant, si j'ose dire, un certain nombre de gens qui travaillent ici, parce qu'en 69... c'était encore l'Amérique avec des émeutes raciales, c'était l'Amérique du Vietnam. Quand j'étais dans ce lycée aux États-Unis, dans l'État du Montana, tout le monde connaissait une famille qui avait l'un de ses fils au Vietnam. Parce que je rappelle qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire et il y avait ce système de loterie qui faisait que même étudiant, si votre numéro 355 tombait, vous alliez au Vietnam. Donc c'était une Amérique traumatisée. Dans la vie quotidienne, on se dit que ça devait être loin de Nancy, du point de vue du quotidien. Qu'est-ce que vous avez découvert quoi là-bas? La télévision en couleur d'abord, parce qu'elle n'était pas si répandue que ça. Je sais, ça fait vraiment très, très, très vieux. C'est vrai que j'ai vu mon premier McDo, donc ça remonte pas hier. Mais c'était vraiment une Amérique profonde, extrêmement intéressante à observer. Qu'est-ce que vous avez aimé chez eux? La franchise. La franchise. Ils en sont encore là d'ailleurs.
C'est l'une de leurs vertus, hein, la franchise, qui peut parfois à nous paraître ou passer pour de la naïveté. Pas du tout. On vous sent souvent empathique. Il y a des journalistes qui tout de suite vont au sarcasme, à l'ironie, etc. Vous, quand vous faites des grands directs, etc., Ouais. aux États-Unis, par exemple, Ouais. souvent vous commencez par essayer de comprendre. Oui, bien sûr, parce que chacun sa méthode. Bah, vous, par exemple. Arrêtez de me poser, Ah bah c'est non. pas, il faut Ah pas bah inverser si, non, les non, rôles, non, c'est moi non, qui non, pose mais les questions. C'est Darius, comme dans les commissariats. Darius, non, mais justement, on n'est pas dans un commissariat. Darius, pardonne-moi, mais toi, justement, et là je le dis en te tutoyant, toi, tu pratiques aussi cette forme de journalisme, je dirais, assez incisif, assez personnel. Chacun sa méthode. Personnel, Oui. photo de vous, de toi, au violon. Alors ça, c'est une partie de la vie de Xavier Collin. Oui, tout à fait. Artiste, passionné Amateur. de musique. Musicien vous êtes amateur. vraiment- C'est une de vos Oui, passions. Oui, Hein. oui, j'adore ça. C'était il y a longtemps. Et cette photo a été prise, je crois que ça doit être 1971 ou 72, dans la cour de l'hôtel de ville de Genève. Je ne pouvais pas imaginer ce jour-là qu'un jour, je serais en train de répondre à une interview de la télévision suisse romande. On n'entrera pas dans votre vie privée, mais c'est votre femme qui vous a attiré d'abord à Genève. Oui. La Suisse, le premier contact avec les Suisses, vous êtes devenu une figure pour les Suisses, mais d'abord vous étiez un Français Oui. inconnu. Mais je suis toujours un Non, Français, non, tout le mais monde pas. le sait. En arrivant en Suisse, la mentalité, les habitudes, ça vous a paru comment? Ah, moi, ça m'a tout à fait convenu. Ah. Tout à fait convenu. Il y a toujours cette ouverture d'esprit, et notamment ici à Genève, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, il y a un grand climat de tolérance et de non-discrimination. C'est pour ça que ce qu'on peut entendre actuellement à droite à gauche sur les étrangers, les frontaliers, me révulse. Pourquoi distiller un climat de haine alors qu'il n'y a pas de haine, il y a des gens qui travaillent et qui vivent ensemble et que, moyennant certains petits ajustements, on peut accommoder. Pourquoi faire croire qu'à Genève, on n'aime pas les autres? C'est totalement faux. Totalement. Une photo encore, elle rappelle, pour qui l'ignorait, que vous êtes devenu une figure de la télévision. Là, je crois que vous êtes avec... C'était une grande opération de... C'était pour célébrer le débarquement de Normandie. 1944. Alors là, ce sont des gens que j'aime bien. En haut à gauche, c'est Larry Collins. Au milieu, c'est Hubert Guécouté. Mais oui. En dessous, c'est Boris Aquadro et Gaston Nicole. Eh bien, Gaston Nicole, je le dis parce que c'est vrai, c'est le monsieur qui m'a ouvert la porte de la télévision suisse, et je l'en remercie encore tous les jours. Et pour Puis à le gauche- coup, pardon, lui, très suisse, hein, Très suisse, vaudois et alors jusqu'au bout professionnel des ongles. jusqu'au bout. Et puis à gauche, Boris Aquadro. Tout le monde sait que ça a été le grand chef des sports que l'on connaît, mais je rappelle que c'était un monsieur qui était féru d'histoire et qui connaissait son histoire sur le bout des doigts. Il m'a fasciné. Bon, ben voilà, elle est un peu vieille cette photo, mais pour moi, ben voilà, ça rappelle de très, très bons souvenirs. Dans les grands animaux de télévision, je dis ça animal au sens Ouais. noble, hein, les bêtes de télé, on a cité quelques-uns, on a cité Paul Ouais. Scher. Qui sortait du lot vraiment? Bah, je dirais dans un style très différent, c'est Michel Drucker qui continue, parce que je pense que jusqu'à 100 ans, il continuera à animer. C'est une bête de télévision. En matière de journalisme, je vais dire une chose. Les présentateurs de télévision ont finalement une vie professionnelle, si j'ose dire, publique à la télévision, plus courte que les reporters ou que les spécialistes de tel ou tel domaine. Vous avez remarqué? On revient au début, vous disiez la Remarquez. vibration, elle existe toujours. Oui, bien sûr. Si elle n'existe plus, il faut arrêter de faire ce métier. Les conseils, alors les jeunes qui arrivent à vous, Oui. aujourd'hui vous êtes un bonze du journalisme, vous leur dites quoi? Bon, pas le bronze quand même. Mais je leur dis, peut-être la seule chose que je leur dis, c'est ne vous laissez pas décourager. Parce que les jeunes actuellement, ils cherchent du boulot, on leur dit qu'il n'y en a pas. Ils cherchent une école, on leur dit qu'il n'y a pas de débouché. Ils rentrent dans une rédaction, on leur dit qu'ils ne vont pas aller en reportage. Et je leur dis, continuez quand même, battez-vous, parce que le métier, vous savez, la technologie, c'est magnifique. Moi, j'en profite. J'ai commencé avec une machine à écrire pour un premier papier à François. Maintenant, je fais de la télévision qui est diffusée sur un téléphone. Donc, ça évolue. Mais la technologie, elle est bien. Mais c'est le contenant. Qui va faire le contenu? C'est les jeunes journalistes. Et pour qu'ils fassent ce contenu, il ne faut pas qu'ils se découragent. Il faut que nous, les plus grands, on les envoie à droite, à gauche. Le pire qui puisse arriver à nous, les médias, c'est d'avoir des journalistes qui ne sont plus au courant de rien du tout. C'est dramatique. Vous avez des enfants, vous leur dites soit journaliste ou surtout pas? Alors, je leur ai rien dit et ils ont choisi d'autres métiers que le journalisme. C'est la liberté, non? Merci Xavier Collin, merci beaucoup. Merci Darius Rochemin, merci à vous, merci Xavier. à toi. Merci à toi, merci.